La raison pour laquelle ta vie te semble lourde n'est pas toujours parce que ton destin est difficile. Bien souvent, elle te semble lourde parce que tu portes des choses qui ne t'ont jamais été assignées. Voilà la vérité que les hommes fuient, parce qu'il est plus facile de se plaindre du fardeau que d'examiner ce qu'il contient. Tu continues de dire que tu veux le succès, la paix, la force, la richesse, la discipline, la clarté. Mais ta vie est encombrée d'habitudes qui t'affaiblissent, de pensées qui te distraient, de personnes qui t'épuisent, d'engagements qui volent ton avenir et d'appétits qui ne cessent d'exiger un paiement sur ta vie de demain. Et tu te demandes ensuite pourquoi le progrès semble si lent. Il semble lent parce que tu tentes de grimper en traînant des meubles sur la montagne. Le succès n'est pas toujours l'art d'obtenir davantage. Une grande partie du succès consiste à retirer ce qui n'a pas sa place. Retire l'excès et la force que tu croyais avoir perdue commence à revenir. Retire le bruit et l'esprit recommence à entendre la vérité. Retire ce qui te vide et la vie recommence à avancer avec une puissance que tu ne savais pas encore disponible en toi. C'est l'un des plus grands renversements qu'un homme puisse jamais apprendre. La plupart des hommes pensent que le succès vient par addition. Ajouter plus d'efforts, ajouter plus de projets, ajouter plus de plans, ajouter plus d'obligations, ajouter plus d'ambition, ajouter plus de stratégie, ajouter plus de paroles, ajouter plus de mouvements. Mais beaucoup de vies ne sont pas faibles parce qu'elles manquent de plus. Elles sont faibles parce qu'elles sont remplies des mauvaises choses. Une pièce ne peut pas être joliment meublée si elle est déjà encombrée de meubles cassés. Un champ ne peut pas produire sa meilleure récolte s'il est étouffé par les mauvaises herbes. Un esprit ne peut pas accomplir un travail profond s'il est envahi par le bruit. Un agenda ne peut pas produire la grandeur s'il est saturé d'engagements à faible valeur. Un homme ne peut pas s'élever loin s'il continue de protéger ce qui aurait dû être coupé il y a des mois. C'est pourquoi le premier travail d'une vie sérieuse n'est pas l'accumulation, c'est l'élimination. Tu dois devenir capable de poser une question que l'homme moyen évite parce qu'elle menace son confort. Qu'est-ce qui dans ma vie me coûte plus qu'elle ne me donne? Pose-la à propos de tes routines. Pose-la à propos de tes paroles. Pose-la à propos de tes dépenses. Pose-la à propos de tes pensées. Pose-la à propos de tes amitiés. Pose-la à propos de tes plaisirs. Pose-la à propos de tes habitudes quand personne ne regarde. Pose-la à propos de ce que tu appelles normal. Le succès commence à se rapprocher au moment où cette question devient plus importante pour toi que le besoin de préserver chaque chose familière. Comprends ceci clairement maintenant. Ce qui n'a pas sa place dans ta vie n'est pas toujours mauvais dans un sens dramatique. Parfois, c'est simplement trop bas pour le futur que tu dis vouloir. Une habitude peut être commune et rester destructrice. Une amitié peut être chaleureuse et rester affaiblissante. Un engagement peut être respectable et rester en train de voler la meilleure partie de ton énergie. Un plaisir peut être inoffensif une fois et devenir ruineux répété chaque jour. C'est pourquoi les hommes faibles restent bloqués. Ils continuent de demander si quelque chose est mauvais au lieu de demander si c'est utile, renforçant, digne, aligné ou nécessaire. Ils sont trop occupés à défendre ce qui est acceptable pour construire ce qui est exceptionnel. L'homme qui réussit pose de meilleures questions. Il demande: est-ce que cela appartient à la vie que je cherche à bâtir? Est-ce que cela me renforce ou m'amollit? Est-ce que cela crée de la puissance ou la disperse? Est-ce que cela augmente la paix ou produit un conflit caché? Est-ce que cela aiguise ma concentration ou vole mon attention? Ces questions sont dangereuses dans le meilleur sens. Elles commencent à exposer l'encombrement, et une fois que l'encombrement est exposé, il ne peut plus se cacher derrière le langage de la vie ordinaire. La plupart des hommes ne perdent pas face à la difficulté, ils perdent face à l'encombrement. L'encombrement mental, l'encombrement émotionnel, l'encombrement social, l'encombrement financier, l'encombrement moral, l'encombrement de l'agenda. Ils gardent trop de choses, ils tolèrent trop, ils se divertissent trop, ils expliquent trop, ils réagissent trop, ils s'engagent trop, ils dépensent trop, ils parlent trop, et ils se demandent ensuite pourquoi il reste si peu de force pour l'unique chose qui compte vraiment. La force se vide partout, et une force vidée laisse un homme frustré parce qu'il a encore du désir mais plus de concentration derrière lui. Il veut encore davantage, mais sa vie n'a plus de couloir propre dans lequel ce désir peut se déplacer. C'est pourquoi le retrait n'est pas une perte. Le retrait est une récupération. C'est la récupération de l'attention, la récupération de la discipline, la récupération de la paix, la récupération de la capacité à décider, la récupération du respect de soi, la récupération d'une force inutilisée qui était emprisonnée sous des schémas insensés depuis des années. Beaucoup d'hommes n'ont pas besoin d'une nouvelle personnalité. Ils ont besoin de moins de fuites, moins de conversations inutiles,
moins d'indulgence, moins d'explosions émotionnelles, moins de promesses faibles, moins d'habitudes qui gaspillent à la première heure, moins de choses dans la pièce qui volent à la seule chose capable de tout changer. Commençons par le temps, parce que c'est là que les dégâts deviennent douloureusement visibles. La plupart des hommes ne réalisent pas à quel point la vie leur est volée en petits morceaux. Pas par une seule grande catastrophe, mais par des heures éparpillées. Une heure de dérive le matin, une heure de bavardage inutile l'après-midi, une autre heure perdue dans l'hésitation, les courses à faible priorité, les rituels sociaux inutiles, le divertissement superficiel, ou la récupération paresseuse d'une journée qui aurait dû être mieux organisée. Le résultat est une vie passée en fragments. L'homme dit qu'il est occupé, mais être occupé n'est pas la même chose qu'être efficace. Être occupé signifie souvent qu'il n'a pas encore retiré assez. Alors retire ce qui n'appartient pas à ta journée. Retire la première heure faible. Retire le début désinvolte. Retire l'habitude d'entrer dans le matin sans commandement. Retire les activités qui consomment ta meilleure force mentale et ne te rendent rien d'autre que l'illusion du mouvement. La première heure devrait appartenir à ce qui construit vraiment l'avenir. L'homme qui donne sa première force à la mauvaise chose affaiblit toute la journée. L'homme qui protège la première heure commence à gagner avant que le monde ne soit pleinement éveillé. Ce n'est pas un simple truc de productivité, c'est une déclaration de souveraineté. Elle dit « Ma vie n'appartient pas au hasard, ma meilleure force ne sera pas livrée à l'absurde. Ce qui compte le plus passe en premier. » Ce seul retrait change énormément de choses. Passe ensuite à l'esprit, parce qu'un esprit encombré produit une vie faible. Les pensées de l'homme moyen ne sont pas arrangées, elles sont bruyantes. Il rejoue de vieilles conversations. Il imagine une humiliation future. Il compare son chemin à la surface de la vie des autres. Il nourrit le ressentiment. Il entretient de petites peurs et les appelle réalisme. Il maintient des disputes en vie bien après qu'elles aient cessé d'être utiles. Il s'inquiète de ce que pensent les autres. Il répète les catastrophes. Il se perd dans la fantaisie. Tout cela est de la pollution. Et la pollution consomme la puissance. Un esprit pollué ne peut pas faire un travail clair, il ne peut pas produire des décisions nettes, il ne peut pas rester en paix, il ne peut pas construire une confiance profonde parce que la confiance exige des preuves, et les preuves exigent une action concentrée. Alors retire ce qui n'appartient pas à l'esprit. Retire la peur répétitive qui ne produit aucune stratégie. Retire la comparaison qui ne produit aucune sagesse. Retire le ressentiment qui ne produit aucune justice. Retire l'auto-accusation qui ne produit aucune correction. Retire la pensée vague. Remplace-la par une pensée précise. Un esprit propre travaille sur une chose à la fois. Un esprit propre demande ce qui est requis maintenant. Un esprit propre retourne à la tâche présente. Un esprit propre cesse de nourrir chaque inquiétude passagère comme si elle méritait une chambre dans la maison. Tu ne dois pas l'hospitalité aux pensées inutiles. Passe ensuite à ta parole. C'est là que beaucoup d'hommes perdent plus qu'ils ne calculent jamais. Ils parlent trop tôt, trop librement, trop souvent. Ils promettent trop. Ils expliquent trop. Ils se plaignent trop. Ils maintiennent vivant un langage faible. Je ne peux pas. Je suis dépassé. Je fais toujours ça. C'est juste comme ça que je suis. Ces phrases ne sont pas inoffensives. Ce sont des entraînements. La parole façonne le gouvernement intérieur. Si ta parole continue de protéger tes faiblesses resteront. Si ta parole continue de normaliser le désordre restera. L'homme qui réussit retire les paroles qui affaiblissent son propre esprit. Il parle plus clairement, plus délibérément, moins dramatiquement. Il cesse de donner à la faiblesse un costume poétique. Il commence à la nommer clairement pour pouvoir la couper, cela mène directement à la vie émotionnelle. Retire l'habitude de laisser les sentiments siéger sur le trône. Tu as le droit de ressentir. Tu n'as pas le droit de livrer le commandement à chaque changement de temps émotionnel. Une vie gouvernée par les humeurs ne peut pas devenir puissante parce que les humeurs sont instables. Un jour inspiré, le lendemain découragé, le suivant irrité, puis le doute, puis l'enthousiasme à nouveau. Ce n'est pas du leadership, c'est de la dérive à l'intérieur de l'âme. Retire le droit à l'émotion de faire la politique. Tes sentiments peuvent te faire un rapport, mais ils ne gouvernent pas. Ce qui gouverne, c'est le standard. Ce qui gouverne, c'est le but. Ce qui gouverne, c'est la loi. L'homme qui apprend cela devient tranquillement dangereux parce qu'il n'attend plus le climat intérieur parfait avant d'obéir à ce qu'il sait déjà être juste. Nous devons maintenant parler de l'appétit. L'appétit est l'un des locataires les plus coûteux dans la vie d'un homme. Il exige du plaisir maintenant et envoie la facture à l'avenir. L'appétit dit que tu le mérites juste une fois, que tu pourras te rattraper plus tard. Il veut le confort, l'indulgence, la distraction, l'excès, l'approbation, la stimulation, le soulagement. L'appétit n'est pas mauvais en lui-même, mais il devient ruineux quand il est non gouverné. Retire les habitudes qui n'existent que pour apaiser l'appétit tout en affaiblissant ton avenir. Retire les dépenses faites pour se sentir important. Retire la consommation faite pour éviter l'ennui.
Retire les petites indulgences qui continuent de rendre ta discipline fragile. Chaque appétit que tu refuses renforce ton autorité sur toi-même. Chaque appétit auquel tu obéis constamment t'entraîne vers la faiblesse intérieure. Passe maintenant à tes engagements. Beaucoup d'hommes sont épuisés non pas parce que leur mission est trop grande, mais parce que leur oui est trop lâche. Ils disent oui à trop de personnes, trop de demandes, trop d'obligations, trop de réunions à faible valeur, trop de responsabilités qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Puis ils essaient de construire l'avenir avec les miettes d'énergie restantes. C'est insensé. Un homme qui ne peut pas dire non finira par dire non à sa vocation la plus haute sans s'en rendre compte. Retire les engagements qui n'appartiennent pas à ta vie. Retire les devoirs qui n'existent que parce que tu as peur de décevoir. Retire les obligations sociales qui ne donnent rien d'autre que de la fatigue. Retire les petites occupations qui créent le sentiment d'être nécessaire tout en volant la réalité d'être efficace. C'est l'un des retraits les plus difficiles parce qu'il expose là où l'approbation te gouverne encore. Mais l'approbation est une monnaie trop coûteuse à dépenser avec ton avenir. Tourne-toi maintenant vers l'influence. Toutes les personnes dans ta vie n'appartiennent pas près de ton centre. Certaines peuvent être décentes, bienveillantes, même aimantes, mais rester toxiques pour ton ambition. Elles normalisent la faiblesse. Elles rendent les standards bas ordinaires. Elles créent une atmosphère où le sérieux semble étrange. Elles sont toujours prêtes avec une blague quand la discipline apparaît. Toujours prêtes avec un prends le facile quand l'intensité est requise. Toujours prêtes avec la prudence quand le courage est nécessaire. Retire l'influence même si tu ne retires pas l'affection. Garde la bienveillance mais crée une distance. Garde le respect mais change l'accès. Tout le monde n'appartient pas à tes heures les plus fortes. Tout le monde ne mérite pas un vote dans ton esprit. Un homme qui ne protège pas son environnement passera sa vie à essayer de grandir dans une mauvaise terre. Ensuite, retire l'identité liée à tout ça. C'est là que les hommes luttent le plus. Ils ne sont pas seulement attachés à leurs habitudes. Ils sont attachés à qui ils ont été à l'intérieur de ces habitudes. Celui qui reporte toujours, celui qui plaisante toujours, celui qui dépense toujours, celui qui réagit toujours, celui qui a toujours besoin de compagnie, celui qui évite toujours la solitude. Pour retirer ce qui n'appartient pas, un homme doit accepter qu'une ancienne version de lui-même doit mourir, pas son âme, son schéma inférieur, ses excuses, sa faiblesse familière. S'il garde une loyauté sentimentale envers l'ancienne identité, il continuera de reconstruire la même prison après chaque tentative de nettoyer sa vie. La vraie ouverture du succès est donc celle-ci. Cesse d'essayer de préserver qui tu étais tout en exigeant un avenir qui requiert un homme différent. Tu ne peux pas garder chaque ancien schéma et devenir nouveau. Tu ne peux pas garder chaque ancien appétit et devenir fort. Tu ne peux pas garder chaque ancienne influence et devenir clair. Tu ne peux pas garder chaque ancien confort et devenir discipliné. Quelque chose doit partir. Et une grande partie du succès consiste à développer suffisamment de respect pour ton avenir pour le laisser partir sans deuil interminable. C'est là que la puissance devient visible. Non pas quand un homme gagne tout ce qu'il veut, mais quand il n'a plus besoin de tout ce à quoi il s'accrochait autrefois. C'est ça la liberté de l'encombrement, la liberté des fréquentations faibles, la liberté du gouvernement émotionnel, la liberté des journées éparpillées, la liberté de l'appétit compulsif, la liberté du besoin d'expliquer pourquoi tu es encore bloqué. La liberté des choses qui occupaient autrefois ta vie, mais ne payaient aucun loyer en paix, en force ou en progrès. Le commandement reste donc simple. Cesse de demander ce que tu devrais ajouter de plus. Demande ce qui doit être retiré. Puis, retire une chose aujourd'hui avec suffisamment de sérieux pour que ta vie ressente vraiment une différence. C'est là que commence le vrai travail. C'est là que la force revient. C'est là que le succès cesse d'être une théorie et commence à devenir une architecture. Une fois qu'un homme commence à retirer ce qui n'appartient pas, il fait une découverte qui change toute sa façon de voir le succès. Il découvre que la plupart de ses luttes ne venaient jamais de la grandeur de son objectif. Elle venait du désordre de sa vie. Il pensait que la montagne le battait alors qu'en réalité, il grimpait avec des pierres dans son manteau, de la boue sur ses bottes et des fardeaux inutiles attachés dans le dos. C'est pourquoi le premier goût d'une vie plus propre semble presque miraculeux. Non pas parce que la vie devient soudainement facile, mais parce qu'elle devient directe. L'énergie cesse de disparaître dans cendrins invisibles. La pensée commence à s'affûter. Les décisions deviennent plus nettes, la journée semble moins chargée, l'esprit semble moins hanté, et l'homme commence à réaliser quelque chose d'une simplicité presque embarrassante. Il n'était pas aussi faible qu'il le pensait, il était simplement trop encombré pour ressentir sa propre force. C'est là que commence le deuxième stade, parce qu'une fois que les premières couches d'encombrement sont parties, un encombrement plus profond se révèle. Il n'est plus seulement dans l'agenda ou dans la pièce. Il est dans les motifs, dans les loyautés cachées, dans les désirs privés, dans les marchés silencieux qu'un homme continue de conclure avec son moi le plus faible.
C'est là que le vrai succès est soit sécurisé, soit perdu. Parce qu'un homme peut nettoyer sa vie extérieure et rester intérieurement encombré par la vanité, la peur, le ressentiment, la comparaison ou le besoin d'être réconforté plus qu'il ne veut être transformé. C'est pourquoi le prochain stade du succès n'est pas seulement un nettoyage extérieur, c'est une purification intérieure, pas dans un sens mystique, mais dans un sens pratique. Tu commences à demander non seulement ce que tu fais qui n'appartient pas, mais ce qui en toi aime encore ce qui n'appartient pas. C'est une question bien plus tranchante. Un homme peut retirer une habitude et en garder l'affection. Il peut quitter un mauvais schéma et l'admirer encore secrètement. Il peut dire non extérieurement tout en disant oui dans son imagination. Et si cette affection reste intacte, l'ancienne chose reviendra à la première heure faible. C'est pourquoi beaucoup d'hommes rechutent dans la vie même qu'ils ont juré d'échapper. Ils retirent l'objet mais pas l'appétit. Ils changent le comportement mais pas l'allégeance. Le succès demande donc un type d'honnêteté plus difficile. Il te demande de confesser quelle récompense inférieure tu continues de recevoir de ce qui t'affaiblit. Gardes-tu la distraction parce qu'elle te sauve de faire face à un travail difficile? Gardes-tu le cercle bas parce qu'il te sauve de la solitude? Gardes-tu la surconsommation parce qu'elle te donne un rapide sentiment d'importance? Gardes-tu le chaos parce que l'ordre te forcerait à affronter ce que tu as retardé? Gardes-tu l'excuse parce qu'elle protège ton orgueil de l'exposition? C'est là qu'un homme commence à voir que la faiblesse survit souvent parce qu'elle le paie encore d'une certaine façon. Chèrement, oui. Destructivement, oui. Mais elle le paie. Et jusqu'à ce qu'il nomme la récompense, il ne retirera pas pleinement le schéma. L'homme qui réussit devient impitoyable envers les récompenses bon marché. Il cesse de prendre des centimes en échange de son avenir. Il cesse d'accepter de petits salaires émotionnels, d'habitudes qui lui volent une vie plus grande. Il commence à préférer des récompenses plus profondes, la paix plutôt que la stimulation, l'achèvement plutôt que le confort, le respect plutôt que l'approbation, la clarté plutôt que la fuite, l'ordre plutôt que l'impulsion, la force plutôt que la sympathie. C'est le grand échange. Les hommes faibles continuent d'échanger ce qui est précieux contre ce qui est immédiat. Les hommes forts inversent l'échange. Ils renoncent à ce qui est immédiat si cela menace ce qui est précieux. C'est ainsi qu'ils construisent des vies qui ont du poids. Il faut maintenant retirer une autre chose, l'habitude de réentrer dans ta propre faiblesse à travers la pensée. Beaucoup d'hommes arrêtent le comportement pendant un moment, mais continuent de revisiter l'ancienne vie dans la mémoire, la fantaisie ou la loyauté émotionnelle silencieuse. Ils arrêtent de gaspiller l'heure, mais continuent de rêver au gaspillage. Ils arrêtent de dépenser follement, mais continuent de fantasmer à l'étalage. Ils arrêtent de fréquenter des gens faibles, mais manquent encore le confort de leur approbation. De cette façon, l'ancienne vie reste vivante en underground, attendant. L'homme qui réussit attrape cela et devient plus strict avec son imagination. Il cesse d'accorder une hospitalité intérieure à ce qu'il a déjà décidé de retirer. Il comprend que la pensée est souvent la porte d'entrée par laquelle la faiblesse réentre. L'imagination doit donc être gouvernée. Tu ne dois pas la nostalgie à ce qui t'a presque ruiné. Tu ne dois pas le manque à ce qui t'a maintenu bas. Tu ne dois pas de répétition aux anciennes habitudes qui ont volé ton temps, ton argent, ta force, ton respect de toi-même. Un homme sérieux devient plus propre dans l'imagination parce qu'il sait que chaque répétition intérieure devient une tentation extérieure plus tard. Il cesse de se réconcilier avec le retour mental. Il dit: ce chapitre est fermé. Cet appétit n'est pas nourri. Cet ancien plaisir n'appartient pas à mes pensées. Ce n'est pas de la répression, c'est de la sélection. C'est le même principe qui gouverne l'agenda et le cercle. Ce qui n'appartient pas n'est pas divertissant. Venons maintenant à un autre retrait difficile. Retire la surcomplication. Beaucoup d'hommes restent débloqués parce qu'ils continuent d'essayer de réparer leur vie avec des systèmes trop élaborés pour être vécus. Ils créent de grandes structures, des routines détaillées, des plans dramatiques, des standards impossibles, puis s'effondrent sous le poids de leur propre conception. Ils confondent la complexité avec le sérieux. Mais la complexité est souvent une autre forme d'évitement. Elle permet à un homme de se sentir intelligent sans devenir fidèle. Elle lui donne plus à organiser et moins à obéir. L'homme qui réussit apprend finalement que la puissance vit dans la simplicité. Quelques règles fortes répétées, quelques priorités claires protégées, quelques habitudes significatives tenues. Il retire la machinerie excessive et garde ce qui fonctionne. C'est l'une des formes de soustraction les plus négligées.
Retire le système inutile. Retire la couche supplémentaire de planification qui ne fait que reporter l'exécution. Retire la constante reconception de ta vie. Retire l'addiction au nouveau départ. Retire le besoin de réinventer la routine chaque fois que l'ennui arrive. Garde les fondamentaux et obéis-leur. Une vie forte n'est généralement pas construite par l'homme qui a la méthode la plus élaborée. Elle est construite par l'homme qui suit une méthode saine plus longtemps que tout le monde. La simplicité crée la durabilité. La durabilité crée la continuité. La continuité crée la composition. La composition crée les résultats. Et pendant qu'on est là, retire le besoin de te sentir spécial dans ta lutte. Cela semble dur, mais cela libère un homme. Beaucoup de personnes sont trop attachées au caractère unique de leur douleur. Ils continuent de transformer leurs difficultés en identité. Ils continuent de se dire que leur cas est particulièrement difficile, leurs obstacles particulièrement lourds, leur tempérament particulièrement compliqué. Parfois c'est vrai en partie, la vie n'est pas égale en fardeau. Mais si un homme construit un trône pour son caractère unique, il s'y assoira pendant que sa vie se dégrade. L'homme qui réussit retire le romantisme de sa propre lutte. Il dit « c'est bon, c'est difficile. Et maintenant, c'est bon, j'ai été blessé. Et maintenant, c'est bon, je suis en retard. Et maintenant, ce n'est pas de la froideur, c'est du mouvement, c'est le refus de laisser la complexité devenir la paralysie. Cette simple question « et maintenant » retire une énorme quantité de gaspillage. Elle coupe à travers l'apitoiement sur soi. Elle coupe à travers la mise en scène. Elle coupe à travers la narration intérieure interminable. Elle renvoie l'homme à l'action. L'action ne résout pas toujours tout immédiatement, mais elle met fin à l'impuissance. Et l'impuissance est l'une des choses les plus profondes qui n'appartient pas à une vie réussie. L'homme qui se lève peut encore ressentir de la douleur, de la fatigue, de la confusion ou du chagrin, mais il refuse de s'agenouiller devant l'impuissance. Il demande quel est le prochain acte juste, puis il le fait, puis le suivant. C'est ainsi qu'une montagne est gravie, pas par un seul saut émotionnel géant, mais par le retrait répété de tout ce qui empêche le prochain pas de se produire. Parlons maintenant des relations à nouveau, mais plus profondément. Certaines personnes ne gaspillent pas seulement ton temps, elles préservent ton ancienne identité. Elles continuent de parler à qui tu étais, elles traitent ta croissance comme une phase, elles te rappellent les anciennes habitudes, elles t'invitent subtilement à retourner dans d'anciens schémas autour d'elles. Tu ressens l'attraction de l'ancien moi qui revient. Ce n'est pas toutes les relations nuisibles qui sont ouvertement destructrices. Certaines sont simplement des gardiens de ton ancienne médiocrité. Elles ne savent pas comment rencontrer la version disciplinée de toi. Alors elles continuent d'appeler la version familière. Si tu ne vois pas cela clairement, tu continueras de confondre l'histoire émotionnelle avec une influence saine. L'homme qui réussit retire l'accès inutile, pas toujours l'affection, l'accès. Il cesse d'accorder une influence quotidienne à ceux qui continuent d'appeler l'ancien homme à la vie. Il devient plus sélectif avec son temps, ses confidences, ses heures les plus fortes, ses saisons vulnérables. C'est de la sagesse. Un homme ne doit pas à tout le monde un accès égal à sa vie intérieure. L'accès est gagné par l'alignement, la vérité, le respect des standards et la contribution à la croissance. Quand l'accès est accordé trop facilement, la vie devient facile à affaiblir. Vient ensuite un autre retrait difficile. Retire le mépris de soi caché. Beaucoup d'hommes travaillent dur et restent encore bloqués parce que sous tous leurs efforts, ils portent une hostilité privée envers eux-mêmes. Ils ne se font pas confiance, ils ne respectent pas leurs propres paroles, ils se définissent encore par leurs anciens échecs. Alors chaque nouvel acte de discipline est suivi d'une ancienne accusation. Tu ne tiendras pas, tu romps toujours tes promesses. Ce n'est qu'une autre phase. Cette voix intérieure est du poison. Elle rend un homme fragile. Elle l'entraîne à ne pas croire en son propre changement. Puis quand il trébuche ne serait-ce qu'une fois, tout l'ancien verdict revient. Cette voix n'appartient pas. Mais elle ne peut pas être retirée seulement par un discours positif. Elle doit être retirée par un nouveau pacte avec l'action. Tiens une promesse, puis une autre. Termine quelque chose. Reviens après une mauvaise journée. Cesse d'abandonner toi-même parce qu'une heure s'est mal passée. Construis la confiance en toi à travers les preuves. Le mépris de soi s'affaiblit quand l'homme cesse de lui fournir de nouvelles preuves. Et plus il retire la trahison de soi, plus le respect de soi revient naturellement. C'est l'une des grandes récompenses cachées de la soustraction. Retire ce qui cause le mépris de soi et la dignité commence à revenir presque d'elle-même. Venons maintenant à un principe qui lie tout ensemble. Retire ce qui rend la correction plus difficile. C'est là que beaucoup d'hommes intelligents échouent. Ils savent qu'ils ont besoin de s'améliorer, mais leur vie est construite de telle façon que la correction est constamment difficile. Leur environnement invite la distraction, leurs soirées sabotent les matins, leurs habitudes de dépenses renforcent l'impulsion, leurs amitiés normalisent la faiblesse, leur routine ne laisse aucune marge, leur alimentation mentale nourrit la comparaison et la peur. Et ils se demandent ensuite pourquoi la discipline semble être une guerre tous les jours.
Bien sûr que oui. Ils ont construit une vie qui rend l'obéissance difficile et la désobéissance facile. L'homme qui réussit inverse cela. Il retire ce qui rend la correction difficile et installe ce qui rend l'obéissance plus facile. Il prépare le travail à l'avance. Il protège la première heure. Il réduit le contact avec ce qui l'affaiblit. Il écrit le plan. Il réduit la friction autour de la bonne habitude et augmente la friction autour de la mauvaise. C'est vivre intelligemment. Cela signifie qu'il ne dépend plus uniquement de la volonté brute. Il utilise la conception. La conception multiplie la discipline. Une mauvaise conception la vide. C'est pourquoi le succès est souvent plus architectural que motivationnel. La structure bat la passion au fil du temps. Une bonne structure signifie que la bonne chose est plus facile à faire de façon répétée. Une mauvaise structure signifie que la mauvaise chose est toujours proche, toujours facile, toujours familière. L'homme qui continue d'essayer de devenir grand dans une vie mal structurée mène une guerre qu'il aurait dû rendre plus petite par la conception. Retire ce qui invite l'échec, installe ce qui invite la force, puis recommence. Il y a maintenant un autre retrait crucial. Retire l'urgence fausse. L'urgence fausse fait réagir un homme à chaque bruit comme si c'était son destin. Elle lui fait abandonner l'important pour l'immédiat. Elle lui fait vivre de l'interruption plutôt que de l'intention. L'homme qui réussit devient plus difficile à brusquer. Il ne se déplace pas lentement en esprit, mais il se déplace délibérément. Il sait que tout ce qui est bruyant n'est pas important. Il sait que tout ce qui exige l'attention ne le mérite pas. Il retire l'habitude de la réponse émotionnelle à l'urgence. Cela lui restitue de grandes sections de sa vie. Cela lui donne aussi quelque chose de rare, la profondeur. La profondeur exige une force ininterrompue. La profondeur est impossible dans une vie gouvernée par une urgence constante. Et enfin, pour cette partie, retire la fantaisie que le succès se produira sans douleur. Il coûtera. Il coûtera des habitudes. Il coûtera des conforts. Il coûtera certaines formes d'approbation. Il coûtera la version plus faible de ton identité. Il peut coûter certains plaisirs, certains cercles, certaines routines qui faisaient autrefois paraître la vie facile, mais cette douleur n'est pas de la cruauté, c'est un échange. Tu échanges des choses moindres contre de plus grandes. Tu échanges la confusion contre la clarté. Tu échanges la dérive contre la direction. Tu échanges la faiblesse contre la force. Tu échanges des journées éparpillées contre une force rassemblée. L'homme qui comprend cela cesse de pleurer chaque retrait. Il commence à le respecter. C'est là que le succès devient moins mystérieux. Il n'est pas caché dans un endroit distant. Il commence à apparaître partout où un homme devient suffisamment sérieux pour cesser de protéger ce qui l'affaiblit. Chaque retrait est une sorte d'ouverture, une fenêtre là où il y avait autrefois un mur, un chemin là où il y avait autrefois de l'encombrement, une table propre là où il y avait autrefois du chaos. Et à mesure que ces ouvertures se multiplient, la lumière entre, la force entre, la paix entre, l'argent reste plus longtemps, la concentration s'approfondit, le travail s'aiguise. L'avenir, autrefois encombré, commence à trouver de la place. Alors continue. Retire encore une habitude qui vole ta force. Retire encore une pensée qui nourrit ton ancienne identité. Retire encore une influence qui te maintient à demi engagé. Retire encore une routine qui affaiblit ton matin. Retire encore un appétit qui fait des promesses que ton avenir devra payer. Le succès n'est pas seulement la construction de ce qui est juste, c'est le refus répété de ce qui n'a jamais appartenu. Et l'homme qui apprend ce secret finira par paraître plus fort que les autres, non pas parce qu'il a ajouté plus qu'eux, mais parce qu'il a enfin cessé de vivre avec ce qui le rendait faible. Et une fois qu'un homme a retiré suffisamment de ce qui l'affaiblit, il tombe sur une vérité finale et très inconfortable. Le succès n'exige pas seulement le retrait des mauvaises choses. Il exige aussi le retrait des choses inutiles. C'est là que beaucoup d'hommes qui ont déjà nettoyé les parties évidentes de leur vie restent encore ordinaires. Ils ne sont plus imprudents, plus complètement désordonnés, plus ouvertement gaspilleurs. Et pourtant, ils ne s'élèvent pas aussi loin qu'ils le pourraient. Pourquoi? Parce qu'ils portent encore trop. Pas du poison maintenant, mais de l'excès. Trop de plans, trop d'idées, trop de devoirs semi-importants, trop de conversations, trop d'intérêts qui se battent pour le même bassin d'énergie. Rien ne semble terriblement mauvais, et c'est exactement pourquoi c'est dangereux. La vie n'est plus en train de pourrir, mais elle est encore bondée. Et une vie bondée, même faite de choses décentes, est encore un conteneur faible pour la grandeur. C'est là que l'homme plus fort devient encore plus sélectif. Il cesse de demander seulement si c'est mauvais et commence à demander si c'est nécessaire, si c'est central, si cela mérite une place dans la vie qu'il cherche à construire. C'est un niveau de pensée supérieur. Les hommes faibles pensent uniquement en extrêmes moraux. Ils gardent ce qui n'est pas ouvertement destructeur. Les hommes forts pensent en termes de rang. Certaines choses peuvent être bonnes en elles-mêmes et rester indignes d'une place près du centre. Certaines tâches peuvent être bonnes et rester trop petites. Certaines relations peuvent être agréables et ne pas convenir à tes heures les plus fortes.
Certaines opportunités peuvent être respectables et rester trop distrayantes. Une fois qu'un homme comprend le rang, toute sa vie commence à se resserrer en force. La force n'est pas simplement l'absence de vice, c'est la présence de l'ordre. Cela doit être compris clairement. Un homme peut retirer de mauvaises habitudes évidentes et rester éparpillé parce qu'il n'a pas encore ordonné sa vie autour de ce qui compte le plus. Il maintient beaucoup de choses vivantes parce qu'elles semblent toutes vaguement utiles. Mais une valeur modérée ne suffit pas. Si une chose n'est pas digne du coût qu'elle exige de ta meilleure énergie, alors elle n'appartient pas près de ton centre. L'homme qui réussit réalise que sa meilleure énergie est sacrée. Elle ne doit pas être dépensée sur tout ce qui se présente. Elle ne doit pas être donnée à ce qui est simplement acceptable. Elle doit être investie dans ce qui est stratégique, aligné et fructueux. C'est là qu'il commence à retirer le gaspillage subtil. Le gaspillage subtil est plus difficile à voir parce qu'il porte souvent des vêtements respectables. Il peut ressembler à aider tout le monde. Il peut ressembler à se tenir au courant de chaque message, chaque course, chaque invitation, chaque possibilité, chaque projet qui semble intéressant. Il peut ressembler à être informé de tout. Il peut ressembler à rester impliqué partout. Mais derrière tout cela se trouve la même conséquence, la dilution. L'homme perd en profondeur parce que sa vie est trop étirée. Il est actif, oui, peut-être même admiré pour tout ce qu'il gère. Mais il n'est pas puissant dans le sens élevé parce que sa force est divisée. Une force divisée produit des résultats moyens. C'est pourquoi l'homme qui réussit retire la tentation d'être tout à la fois. Il cesse d'essayer de prouver sa valeur par une disponibilité constante. Il cesse de confondre le volume avec la valeur. Il cesse de courir après la satisfaction de toucher beaucoup de choses et choisit à la place la discipline plus difficile d'aller en profondeur dans moins de choses. La profondeur est là où le vrai succès se construit. La profondeur dans le métier, la profondeur dans la pensée, la profondeur dans la discipline, la profondeur dans la réputation, la profondeur dans les relations qui aiguisent plutôt qu'éparpillent. Rien de tout cela ne vient d'une vie remplie de mouvements sans fin. Cela vient d'une vie arrangée autour de ce qui mérite toute la force. Alors maintenant le travail devient encore plus exact. Quelle partie de ta vie est simplement pleine mais pas fructueuse? Qu'est-ce qui prend de la place sans rien construire de durable? Que continues-tu seulement parce qu'arrêter forcerait une décision inconfortable? Qu'appelles-tu responsabilité qui n'est vraiment qu'une habitude? Ces questions sont douloureuses parce qu'elles exposent à quel point un homme continue souvent de faire des choses, non pas par sagesse, mais par inertie. L'inertie est l'un des grands ennemis du succès. Un homme garde le rôle, la routine, l'engagement, l'implication, non pas parce qu'il appartient encore là, mais parce qu'il est déjà là, il y est habitué, il a construit son identité autour de lui. Il ne veut pas l'inconfort de la révision, mais la révision est le privilège des hommes sérieux. Un homme sérieux est prêt à réviser sa vie. Il est prêt à dire « cela ne convient plus, cela appartenait autrefois, mais maintenant non, cela me servait autrefois, mais maintenant affaiblit l'ensemble ». Cette relation doit être gérée différemment. Cette routine doit être coupée. Cette ambition est empruntée, pas vrai. Ce projet me flatte, mais vole à la mission centrale. La révision maintient une vie vivante. Sans révision, l'arrangement d'hier devient la prison d'aujourd'hui. C'est pourquoi le succès exige un nettoyage répété, pas une grande purge, mais un raffinement continu. En grandissant, de nouveaux encombrements apparaissent. En devenant plus capable, plus d'invitations arrivent. En devenant plus discipliné, plus de responsabilités cherchent de ton attention. Si tu n'y prends pas garde, tu reconstruiras l'ancien encombrement sous la bannière du progrès. C'est l'une des plus grandes ironies dans les vies ambitieuses. Un homme travaille dur pour échapper au chaos, devient plus fort, devient plus attrayant pour les opportunités, et laisse ensuite les nouvelles opportunités l'encombrer jusqu'à ce qu'il ressente la même vieille tension. C'est pourquoi le retrait n'est jamais seulement pour la saison faible, c'est pour chaque saison, surtout pour les saisons plus fortes. L'homme qui s'élève loin devient un éditeur à vie de sa propre vie. L'édition est un acte noble. Cela signifie qu'il ne romanticise plus l'abondance pour elle-même. Il valorise la précision plus que l'excès. Il sait qu'une phrase devient plus forte quand les mots inutiles sont coupés. Une maison devient plus belle quand les objets inutiles sont retirés. Une journée devient plus puissante quand les tâches inutiles sont éliminées. Une vie devient plus efficace quand ce qui n'appartient pas n'est plus autorisé à rester simplement parce qu'il est familier. L'édition demande du courage parce qu'elle demande souvent à un homme de décevoir sa propre vanité. La vanité aime avoir beaucoup de choses à montrer, beaucoup de rôles, beaucoup de projets, beaucoup d'implications, beaucoup de preuves qu'il est nécessaire ou important. Mais l'importance n'est pas la même chose que l'efficacité, et l'homme qui continue de choisir l'importance plutôt que l'efficacité restera émotionnellement occupé et stratégiquement faible. Nous devons maintenant aller plus profond encore, parce que l'une des choses qui n'appartient souvent pas est la dépendance cachée à la pression.
Beaucoup d'hommes se sont entraînés à n'agir que quand les choses deviennent urgentes. Ils attendent que le mur soit proche, puis ils se précipitent. Attendent que la date limite morde, puis ils bougent. Attendent que la douleur soit aiguë, puis ils changent. Cela crée un faux sentiment de puissance, parce que l'urgence produit de l'adrénaline. L'adrénaline ressemble au sérieux, mais c'est souvent juste de la panique utilisée comme carburant. Un homme qui vit ainsi peut penser qu'il performe bien sous pression. En réalité, il n'a pas réussi à construire une vie où l'obéissance régulière rend la pression moins nécessaire. L'addiction à la pression doit être retirée. Elle est coûteuse. Elle entraîne le retard. Elle produit des erreurs évitables. Elle rend la paix impossible. Elle apprend au système nerveux à dépendre de la crise. L'homme qui réussit retire cela en commençant plus tôt, en planifiant plus tôt, en se préparant pendant que la pièce est encore tranquille et en refusant d'attendre la chaleur émotionnelle pour générer du mouvement. Il apprend à respecter le progrès calme plus que le sauvetage dramatique. Cela change toute sa vie, il cesse de confondre l'énergie frénétique avec l'excellence. Il devient plus fort dans l'heure ordinaire, ce qui signifie qu'il n'est plus toujours à la merci des délais et des urgences. Il y a ensuite une autre chose cachée qui n'appartient souvent pas, le besoin de garder les options ouvertes pour toujours. Les hommes faibles craignent l'engagement parce que l'engagement ferme des portes. Ils veulent préserver chaque possibilité. Ils retardent les décisions, couvrent tout, testent sans fin et continuent de dire qu'ils cherchent encore leur voie. Parfois c'est honnête, souvent c'est de la peur d'être responsable d'un seul chemin. Le succès, cependant, exige généralement un rétrécissement. À un moment donné, tu dois choisir. À un moment donné, tu dois cesser de flirter avec de nombreuses directions et en épouser une. À un moment donné, tu dois retirer la fantaisie que toutes les routes peuvent être parcourues en même temps. Ce rétrécissement semble être une perte uniquement pour l'homme qui vénère la possibilité plus que l'accomplissement. Mais la possibilité est bon marché quand elle n'est jamais convertie en action disciplinée. Une vie de possibilités sans fin peut devenir une vie de dérive sans fin. L'homme qui réussit retire les options inutiles pour que sa force puisse se concentrer. Il dit « Voici le chemin, voici la saison, voici le travail ». Il ne connaît peut-être pas tout l'avenir, mais il cesse de se cacher dans une ouverture sans fin. Cela seul donne à sa vie plus de puissance. Pourquoi? Parce que l'engagement rassemble l'énergie comme une berge rassemble l'eau. Sans berge, la force se répand en marécage inutile. Avec des berges, elle déplace des montagnes. Parlons maintenant de l'encombrement intérieur sous une forme plus fine. Le besoin de continuer à revivre d'anciennes versions de toi-même. Beaucoup d'hommes disent bon de vouloir changer et pourtant ils continuent de revisiter qui ils étaient autrefois. Ils pensent aux anciennes erreurs, aux anciennes humiliations, aux anciens échecs, aux anciennes habitudes, aux anciennes étiquettes. Et ils le font si souvent que l'ancien homme reste émotionnellement présent. Alors chaque nouvel effort doit combattre non seulement la difficulté présente, mais aussi le fantôme d'un moi qu'il continue de ressusciter. Cela n'appartient pas. La mémoire a sa place, l'instruction a sa place, mais la nostalgie pour ta propre faiblesse ou l'identification répétée avec elle est du poison. L'homme qui réussit retire la loyauté émotionnelle envers l'ancien moi. Il ne se sent plus obligé de continuer à prouver qu'il a toujours été ainsi. Il ne protège plus la continuité de la faiblesse. Il laisse l'ancienne version mourir sans oraison funèbre. C'est vital. Un homme ne peut pas devenir formidable tout en continuant de faire de la place pour d'anciennes identités qui ne pouvaient pas porter ce qu'il dit maintenant vouloir. Tu ne dois pas à ton ancien moi un leadership à vie. Tu lui dois de la gratitude pour ce qu'il t'a appris et une distance là où il ne doit plus régner. Une autre chose qui n'appartient souvent pas est la fausse humilité. C'est subtil. La fausse humilité fait minimiser ses dons à un homme, s'excuser de son sérieux, hésiter à construire audacieusement, agir plus petit pour que les autres se sentent plus à l'aise autour de lui. Ça semble modeste, mais c'est souvent juste de la peur d'être vu, la peur de la responsabilité, la peur de la critique, la peur de la tension qui vient quand un homme accepte pleinement ce dont il est capable. Alors il reste humble et sous-utilisé. Cela n'appartient pas. La vraie humilité ne rétrécit pas devant le travail. Elle reste simplement enseignable pendant qu'elle le fait. La vraie humilité dit « J'ai beaucoup à apprendre et donc je travaillerai grandement ». La fausse humilité dit « Je ne devrais pas devenir trop ». Retire ce mensonge. Ce n'est pas une vertu, c'est le refus du ciel. Il y a ensuite le retrait de l'argument intérieur. C'est l'un des changements les plus vivifiants qu'un homme puisse faire. Beaucoup sont épuisés non principalement par le labeur mais par le débat. Ils débattent avec eux-mêmes toute la journée. Devrais-je commencer? Devrais-je attendre? Devrais-je aller? Devrais-je me reposer? Devrais-je dépenser? Devrais-je parler? Devrais-je m'engager? Devrais-je arrêter? Cette négociation constante brûle la force. Un homme qui redécide constamment des principes connus s'affaiblit parce qu'il paie le coût de l'indécision encore et encore. L'homme qui réussit retire le débat inutile en vivant sous des lois choisies. Il décide une fois, puis obéit de nombreuses fois. Routine matinale décidée.
travail principal décidé, limite de dépenses décidées, heures d'entraînement décidées. Cela simplifie la vie. La simplicité restitue la puissance. La puissance revient aussi quand un homme retire la dépendance émotionnelle à la réponse extérieure. Beaucoup de faiblesse vient de cette dépendance. L'homme travaille plus dur quand il est loué, s'arrête quand il n'est pas remarqué, devient courageux quand il est admiré, rétrécit quand il est mis en doute. Il est trop disponible à l'opinion. L'opinion ne devrait pas avoir autant d'accès. L'homme qui réussit retire le besoin d'être constamment reflété par le monde. Il n'est pas méprisable à l'encouragement, mais il cesse de l'exiger. Il apprend à puiser la stabilité dans les standards, pas dans les applaudissements. C'est l'un des plus beaux retraits parce qu'il rend un homme à lui-même. Il ne vit plus par réaction. Il devient plus silencieux, plus lourd, moins performatif, plus réel. Cela le rend plus difficile à manipuler, plus difficile à distraire et plus difficile à décourager. Pourquoi? Parce que beaucoup de découragements perdent leur puissance une fois que l'homme n'a plus besoin de confirmation externe pour continuer. La pièce peut être silencieuse et il travaille encore. Le progrès peut être caché et il construit encore. L'approbation peut être absente et il obéit encore. C'est la maturité. C'est l'un des signes les plus clairs que l'encombrement a été retiré de l'âme. Et maintenant, tout se rassemble. Le succès n'est pas simplement l'acquisition de nouvelles choses. C'est le nettoyage de ce qui diluait ta force, le rétrécissement de ce qui distrayait ton attention, le refus de ce qui corrompait tes standards, et l'édition d'une vie jusqu'à ce que ce qui reste soit fort, direct, utile et aligné. L'homme qui continue de retirer ce qui n'appartient pas commence à ressentir un soulagement étrange. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce qu'elle devient honnête. Moins de prétentions, moins d'encombrement, moins de mouvements gaspillés, moins de trahison de soi. Il ne combat plus 10 ennemis cachés. Il construit sur un terrain ouvert. C'est un privilège rare. Vivre sur un terrain ouvert, savoir à quoi est destinée la journée, savoir ce qui appartient à son esprit, son agenda, son budget, son cercle, sa parole, ses habitudes, ses standards, ne plus être débordé par les choses qu'il tolérait autrefois, simplement parce qu'elles étaient là. C'est pourquoi l'homme discipliné semble souvent plus fort que les autres sans paraître plus bruyant. Il a de l'espace, et l'espace est là où la force devient visible. Alors continue l'édition, continue la révision, continue le refus, continue le rétrécissement, continue le retrait de ce qui rend ta vie encombrée, bruyante, divisée, molle ou fausse. Ne pleure pas chaque coupe comme si tu perdais la vie. Tu ne perds pas la vie. Tu lui fais de la place. Et plus tu fais de la place pour ce qui appartient vraiment, plus le succès cesse de ressembler à un miracle et commence à se révéler comme un résultat naturel d'une vie finalement assez propre pour le porter.